Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et aujourd'hui, le 8 mars 2024, je souhaite à toutes les femmes de La Réunion et puis de toutes les océans Indiens une très bonne journée de la femme, une journée de défense des droits, une journée de lutte. Et pour ce faire, nous recevons sur notre plateau Frédéric Rousset, président du CEVIF, le collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales. Bonjour Frédéric. Bonjour. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation et notamment en ce jour si symbolique, qui va initier un mois dédié à la femme, un mois dédié à la lutte pour les droits. Et puis aussi, qui dit journée de la femme, on parle aussi de violences faites aux femmes, de violences faites aux enfants. Et il était important aujourd'hui qu'on ait une association qui nous parle de ça et puis des moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre ces violences-là. Mais déjà, pour nos téléspectateurs, je vais te demander de te présenter. Et c'est vrai que on a tendance, nous, à associer CEVIF, Thérèse Baïf, mais elle n'est pas très loin. Oui, je suis là grâce ou à cause de Thérèse. J'ai toujours l'habitude de dire que je suis un accident associatif. Ah d'accord. Parce que jusqu'à très tard, je m'étais juré de ne jamais intégrer une association parce que j'en devinais le caractère chronophage. Et il se trouve que je travaille dans un organisme de formation pour adultes où j'avais repéré, grâce aux psychologues qui recrutent et accompagnent les stagiaires, que des femmes étaient entravées dans leur parcours de formation par des hommes, voire des familles entières. Et donc, je mets le doigt sur ce phénomène qui est à la marge, mais quand même récurrent. Et là, avec les psychologues, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne va pas mettre le problème sous le tapis, parce que nous, notre but, c'est de promouvoir le parcours de ces femmes. Et donc, on a fait appel à des associations, dont le CEVIF. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Thérèse. Et je n'ai pas couru assez vite. Thérèse m'a rattrapé, elle m'a alpagué, elle m'a intégré dans le CEVIF. Très maligne, elle m'a fait monter les différents échelons jusqu'à devenir président du CEVIF. Mais il y a pour moi une logique entre ma vie professionnelle et ma vie associative, parce que j'ai toujours été un fervent défenseur de l'éducation, de la formation. À mes petites nièces qui rentrent dans cette période de préadolescence où on a une psychologie d'enfant mais un corps de femme, j'aime bien plaisanter avec elles en disant la bonne distance avec les livres c'est 40 cm, la bonne distance avec les hommes c'est 4 mètres, pour leur dire, donc je joue un peu les perfecteurs, mais pour leur dire ce qui est très important, c'est d'investir ce champ de l'éducation, de la formation, parce qu'on est le 8 mars, eh bien l'accès aux droits des femmes, il a été long, il a été âpre, il n'est jamais gagné. Là, il est question d'intégrer à la Constitution l'accès, le droit à l'IVG, et on voit que ça fait débat, mais l'actualité internationale nous démontre que c'est des batailles qui sont à renouveler, qui ne sont jamais gagnées. Donc, grâce à Thérèse, j'ai intégré cette association qui est avant tout un projet associatif. Je me considère comme un pro-féministe, parce que le 8 mars, on m'interviewe, ça chatouille un peu mon syndrome de l'imposteur, parce que je reste un homme, mais j'ai conscience de tout ce que je dois aux femmes. Et je suis moi-même papa d'une petite fille. Et quand on me dit « mais pourquoi tu investis autant de temps ?» à ma mesure, j'essaye. Et c'est ce que m'a insufflé Thérèse, qui reste un modèle. Elle va fêter ses 94 ans. Mais chaque fois que j'ai une décision à prendre, il y a Thérèse qui n'est pas très loin. Voilà. Et puis, je l'ai au téléphone régulièrement. Elle est toujours de bons conseils. Voilà, donc Thérèse Baïf, qu'on salue, et qui était il y a un an ou deux, présente bien en visioconférence sur le plateau du journal des associations. Et puis le CEVIF, c'est la 3e participation sur le plateau, sachant qu'on avait eu l'année dernière, on avait eu Vinda Eva, oui. qui était animatrice au sein de cette association-là et qui, elles, sont plutôt sur le terrain. Oui. C'est le cœur de notre action, la prévention primaire.
qui n'est pas, de mon point de vue, suffisamment mis en lumière, mais c'est essentiel. Hein. Dans l'ADN du Sévif, il y a cette idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est un combat de longue haleine, mais de ma fenêtre, je me rends compte que même si c'est centimètre par centimètre, qu'on est en train de gagner du terrain, et notamment génération après génération. Donc tous les jours, Eva et Winda sont au-devant, et Stéphanie également, on a été rejoint depuis par Stéphanie, vont au-devant des publics scolaires, écoles primaires, collèges, quelquefois jusqu'à l'université. Il y a également de plus en plus de chefs d'entreprise qui nous sollicitent, parce que pendant très longtemps, le monde entrepreneurial a cru que, un peu comme le nuage de Tchernobyl, les violences s'arrêtaient à la porte de leur entreprise. Maintenant, ils ont compris que non seulement ça avait un impact sur la vie de l'entreprise, mais qu'ils avaient un rôle à jouer. Je pense qu'on a tous, de notre fenêtre, quelque chose à donner, à faire, même modestement, pour faire reculer les violences. Sachant qu'en plus, à La Réunion, donc, on est un des départements où le taux de violence intrafamiliale ou violence faite aux femmes donc, est le plus élevé et que effectivement, il est important comme ça d'avoir des associations donc, comme le CEVIF, donc le collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales, qui vont comme ça sur le terrain parler, sensibiliser, alerter. Hein, donc, et puis voilà, donc qui conseille aussi, hein, donc, parce qu'on avait vu aussi que avec Vinda et Eva, donc il y avait aussi des missions d'accompagnement donc Oui. de femmes, de familles comme ça. Donc c'est une association qui est très à l'écoute. Oui, ça c'est l'autre jambe du CEVIF, c'est la prévention secondaire, c'est l'accompagnement des victimes, que ce soit grâce à Clémence, psychologue, à Huguette qui tient une permanence à Saint-Joseph, qui est travailleuse sociale. Mais effectivement, c'est un travail qui fait qu'on ne compte pas nos heures. Eva et Wilda, je me souviens, dans un quartier de Saint-Denis, et elles ont travaillé jusqu'à très tard, le jour où elles ont identifié une fratrie, ils étaient, je crois, 4 enfants, laissés à eux-mêmes, délaissés. Ils n'avaient rien à manger. On était un vendredi soir, eh bien, elles sont allées faire les courses, on a alerté la mairie, on a alerté le département, mais elles auraient très bien pu dire, il est 16 heures, on part en week-end. Eh bien non, ému par... et puis on ne peut pas rester insensible quand 4 enfants n'ont rien à manger. Donc, laissés tout seuls. Laissés tout seuls. On est dans le cas d'un délaissement familial. Et donc là, elles ont pu faire un signalement. Hein, Voilà. parce que là, on est... une information préoccupante qui peut après donner lieu à signalement au procureur, etc. Voilà. Mais comme quoi, tu vois, c'est pas loin, en fait. Ça se passe pas loin de chez nous. Et ça me rappelle aussi, tu sais, pas trop longtemps dans les informations, on parlait de l'histoire de ce petit garçon-là de 8-9 ans là, qui vivait tout seul dans un appartement depuis 2 ans. Oui. Et qui était livré à lui-même. Qui donnait le change, qui allait à l'école. Exactement. Donc, c'est fou quand même que, quelque part, il y a un petit peu d'espoir quand on voit que ces enfants-là sont quand même capables, malgré la situation, je dirais, d'avoir un instinct de survie, c'est ça? Oui, là, c'est des chemins de résilience, mais à quel prix? Parce que c'est des enfants qui grandissent trop vite, quoi, hein, qui n'ont pas la possibilité de bénéficier d'un développement à leur rythme, cadencé, comme le doit l'être le développement de tout enfant qu'on protège pour qu'il puisse développer le maximum de son potentiel. Et voilà, et tu sais, et ce qui est étrange, c'est qu'en off, justement, on parlait que... Oui. On disait qu'il y avait encore des situations comme ça qui étaient encore méconnues et que pour nous, en fait, pour les Réunionnais, on va s'intéresser à une information nationale, Oui. alors que chez nous, Oui. on a des situations qui sont pires, puisque là, tu me parlais donc d'une fratrie carrément qui n'avait ni rien à manger, à boire, rien du tout, laissé pour seul. Ouais. C'est fou, hein. Donc on se dit, voilà, à La Réunion, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, il s'agit que tous, on soit attentifs aux autres. Hein, c'est ce qui fonde notre humanité. Nous sommes des êtres de relations. On parle beaucoup du vivre ensemble. C'est vrai qu'on a la chance à La Réunion de vivre dans un contexte apaisé, de tolérance. Mais il faut qu'on fasse attention à ce trésor qui demande à être protégé, revisité, entretenu. Sinon, on va finir par vivre les uns à côté des autres, peut-être en paix, mais en ne se souciant pas assez des autres. Hein. Il y a réellement
des personnes qui sont en danger. Et la moindre des choses, c'est de leur tendre la main ou en tout cas d'interpeller ceux qui sont en mesure d'apporter de l'aide. Justement, en parlant de chemin, donc on va parler faire un petit peu le bilan là, des actions du CEVIF, sachant que c'est vrai que vous êtes une association qui est très active, puisque vous êtes tous les jours sur le terrain. Oui. Donc, et sachant que là, en plus, comme tu disais, donc Vinda, Eva, et puis Stéphanie, et puis d'autres, donc allez donc à la rencontre de scolaires. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire sensibiliser et travailler auprès des enfants qui ne sont pas des chérubins, c'est des êtres qui sont mus par des pulsions, par une énergie vitale qui fait que... Moi je pense que la violence, ça c'est ma théorie, enfin je ne suis pas le seul à la partager, elle est un peu constitutive de l'être humain. Et nous avons, à travers l'éducation, à travers le sport, à travers la culture, l'occasion de réguler, d'apprivoiser, de sublimer cette violence. Mon épouse s'amuse à me taquiner en disant que je suis plus doux depuis que je suis au CEVIF. Mais je me dis que ce n'est pas seulement une boutade parce que à travers nos travaux, nos réflexions au CEVIF, au début, comme tout le monde, je focalisais sur les violences physiques. Ah ouais. Et on se rend compte qu'il y a d'autres formes de violence qui sont insidieuses et qui peuvent être tout aussi violentes. Et je sais que moi, j'ai appris au fil du temps à faire attention aux mots. Ça m'arrivait, parce que tout président du CEVIF que je suis, je peux me disputer avec ma femme. Et j'avais repéré quelquefois, je m'arrêtais sur un mot en disant « Mais est-ce que tu n'es pas en train de reproduire une dispute à laquelle tu as été témoin quand tu étais enfant ?» Enfin, il y a des mécanismes en nous là. qui visent à reproduire et qui est une forme une tentative pour comprendre et assimiler des choses qu'on n'a pas compris quand on était enfant et qui continuent à vivre en nous. Mais vous savez, quand on est en couple, par définition, on connaît sinon parfaitement l'autre, mais très bien l'autre. Et si on veut faire du mal, on sait très bien là où il faut appuyer. Exactement. Voilà. Et je pense que la relation amoureuse, si l'amour est sincère, doit nous conduire à dire « Oh là là, là je me mords la langue » ou « Je vais au fond du jardin crier », mais je ne formule pas ces mots qui sont des scuds qui vont faire très mal, avec une résonance qui va durer longtemps. Et donc, justement, pour rebondir sur la violence des mots, sur le projet scolaire, donc, tu es venu aujourd'hui nous parler d'un projet que vous avez mené, un projet donc, de réalisation d'une BD en collaboration donc, avec des élèves, donc, voilà, qu'on va commenter et qui vont apparaître donc, sur vos écrans. On parlait justement de la violence des mots. Donc là, va apparaître la première planche. Alors en fait, c'est un outil qu'on a conçu avec Sébastien Ganin, qui est dessinateur de BD bien connu à La Réunion et psychologue. C'est un projet qu'on a commencé pendant la pandémie. Et chaque jour, à distance, on concevait une planche. Alors c'est très agréable de travailler avec un dessinateur qui est aussi psychologue, c'est-à-dire qu'en quelques mots, on se comprenait comme un vieux couple. Là, c'est une des planches parce que je les dispose et les animatrices les disposent dans la classe. Et il y a des planches qui ressortent plus que d'autres. Donc, ça fait sens quand même. Et là, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est ce qu'on appelle le harcèlement, à distinguer de la drague, parce que souvent, les harceleurs se défendent de harceler, mais ils disent « mais on drague ». Et moi, j'aime bien cette définition de Caroline de Haas qui dit « mais le cerveau humain, il est très bien fait. Hein. Quand on drague et qu'on se prend un râteau, on s'est tous pris un râteau, c'est jamais agréable. Et ben, le cerveau humain, en une microseconde, il sait que c'est un râteau. Le dragueur, il s'arrête. Le harceleur, il continue. C'est toute la différence. Voilà. Et là, alors voilà un autre exemple que m'ont conté les enfants, parce que c'est inspiré d'anecdotes réelles. Et ça a été l'occasion pour moi de faire connaissance avec l'expression charreau, que je ne connaissais pas. Et en fait, là, c'est une BD qui illustre le parcours de certains garçons qui considèrent les jeunes femmes, les jeunes filles comme des trophées et qui, ça nourrit un petit peu un sentiment de virilité, mais qui n'ont pas conscience des dégâts et du chagrin que cela peut susciter quand la jeune fille qui se croyait aimée se découvre un trophée épinglé. Parmi tant d'autres, elle se sent... Voilà, elle est considérée comme un objet. Ah, le consentement. Alors ça, c'est quelque chose qui fait son chemin. Tout
à fait. qui fait son chemin. Et donc là, on a voulu illustrer. Alors, vous avez des bulles qui sont laissées vides pour que les enfants s'approprient l'outil. Et là, c'est l'exemple du baiser forcé. Là, on a mis en scène des enfants, mais ça concerne tout aussi bien les adultes. J'entends beaucoup de femmes adultes qui se plaignent de ces agissements. Et puis, ça doit aussi nous interpeller sur le fait que le consentement, ça intervient, ça peut très tôt. Moi, je me souviens, ma fille, quand elle était encore bébé, j'avais envie de la dévorer de bébé, mais je voyais très bien, elle ne savait pas parler, le moment où elle n'avait pas envie. Je crois que c'est quelque chose qui doit se respecter. Combien de fois les anciennes générations nous invitaient à embrasser tonton Gérard, la cousine. Je crois que si les enfants n'ont pas envie, il faut respecter le fait qu'ils n'aient pas envie. Voilà. Et là, c'est notre planche, là, celle-là, effectivement, donc on avait vu, nous, en off. Oui. Et au final, que c'est quelque chose, quelque part, qui rentre dans la banalité, mais on en parlait et c'est très violent, en fait. C'est très violent. C'est une proviseure qui m'a confié cette anecdote dans son établissement, un collège. Elle avait repéré un couple de tourtereaux, comme il y a dans tous les établissements scolaires. Eh bien, ces deux jeunes, ne partageant pas le même agenda, voilà, ils en parlaient, ils le consultaient, l'agenda de chacun, mais le garçon intimait à la jeune fille systématiquement l'ordre de photographier la place laissée vide à côté d'elle pour qu'il soit bien informé qu'à côté d'elle, il n'y ait jamais un homme. Voilà. Et donc, c'est terrifiant parce que se met en place ce qu'on appelle maintenant, et c'est un concept qui se vulgarise de plus en plus, ce qu'on appelle le contrôle coercitif, c'est-à-dire toutes les stratégies que mettent en œuvre certains hommes qui ne considèrent pas la femme comme un sujet, mais comme un objet qui leur appartient. Et on isole la personne, et notamment dans ses relations sociales. Là, c'est une planche qui revient quelquefois et qui me touche parce que le CEVIF a beaucoup fait pour qu'on puisse enfin aborder ce thème à La Réunion, au-delà des travées universitaires, c'est l'inceste. Et vous savez, c'est une planche qui fait surtout peur aux adultes, mais les enfants s'en saisissent assez facilement. Voilà, ça raconte en 3 cases une maman qui rentre du travail. Où est ta sœur? Eh bien là, elle est en train de se doucher. Et elle rentre dans la chambre et elle voit poser sur le bureau une lettre où la petite fille a couché sur le papier un message à son papa lui disant « Papa, je ne veux plus que tu mettes ta langue dans ma bouche, qu'on joue avec ton zizi, etc. » C'est très cru, mais je crois que le moment est arrivé, il est temps d'en parler. Vous savez, les agresseurs vivent beaucoup dans leur forfait de l'incidence du silence. La première chose qu'ils disent, c'est « n'en parle pas ». Tout à fait. Et là on a un autre exemple, donc d'un grand-père à qui on confie la garde de son petit-fils et qui l'invite à jouer sur ses genoux à un jeu vidéo. Bon, jusque-là, tout va bien, sauf que là, on voit la réaction dans la 3e case qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. L'enfant est saisi et on voit la main du grand-père dans le slip de son petit-fils. Voilà, c'est des choses dont on n'aimerait pas avoir à parler, mais qui existent. Un autre exemple, parmi les personnes que nous accompagnons, il y a aussi des femmes des différentes îles de l'océan Indien. Là, on a représenté une histoire aussi qu'on a entendue et on a accueilli ces femmes à de multiples reprises. Une femme qui rencontre son prince charmant, un Réunionnais, et qui, à travers le mariage, rêve d'une accession à une vie meilleure. Et qui, au final, se retrouve. Et à la fin, le prince charmant se transforme en petit crapaud. Et avec des menaces, alors ça peut être des violences physiques, ça peut être aussi des violences économiques, des violences administratives. C'est du chantage. Du chantage. Et c'est très difficile à vivre parce que, au travers de son image sociale, on a raconté à la famille qu'on était en train de vivre un rêve. C'est vécu comme un joli moment et puis tout s'effondre et on a peur, on a honte, on a peur d'en parler à la famille. On se retrouve sur une île, quelquefois on ne maîtrise pas la langue. Il y a les papiers à renouveler, quelquefois
l'homme met sous le verrou les papiers ou les déchire, menace de les brûler, etc. Alors heureusement, la préfecture est très sensible à ce genre de situation et dans la mesure où il y a dépôt de plainte, où les violences sont reconnues, l'administration nous prête quand même une oreille attentive et nous accompagnons ces femmes dans ces sorties de parcours de violence. Alors, mais Fred, alors donc toutes ces planches-là, Oui. voilà, donc qui vont continuer à défiler un petit peu donc Oui. sur vos écrans pour que les téléspectateurs donc puissent voir un peu un petit peu tous les types je dirais de violences Oui. qui existent. Donc toutes ces planches-là, donc vous allez les regrouper et ensuite les publier. Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai proposé au conseil départemental. Ça peut se faire. Je vous dis, on est à plus de 30 planches maintenant et malheureusement, les violences font qu'on n'a pas épuisé tout le spectre. On me raconte encore des choses qui pourraient être illustrées au travers de cet outil de BD langage. Là, il y a une planche qui est un peu plus heureuse, qui est tirée d'une histoire vraie, puisque c'est l'histoire de Sabrina Dijoux, qui est l'égérie de l'association SAFrance. Et elle raconte, Sabrina, qui est victime d'un syndrome d'alcoolisation fétale, que lorsque le diagnostic a été posé, elle en a beaucoup voulu à sa mère. Elle éprouvait beaucoup de colère, voire de la haine. Et sa mère qui est décédée. Et elle raconte que, au travers de l'écriture, elle a pu se réconcilier avec sa mère. Et c'est le message qui est fondamental, délivré par l'association SAFrance, avec qui j'aime beaucoup travailler, parce qu'on a des valeurs communes, notamment celles qui consistent à ne pas stigmatiser les femmes. C'est-à-dire, leur message s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Tout à fait. Parce que le message, il est simple. Pendant 9 mois, ne pas boire. Mais on vit dans une culture où l'alcool est très valorisé. Quand vous annoncez une naissance, le réflexe, c'est « allez, champagne, on fait de ça, etc. » Allez, bois un verre, fais pas ta bêcheuse, c'est pas un petit verre qui va te faire du mal. Malheureusement, on ne sait pas si ça va faire ou pas du mal, mais il faut poser un principe de précaution. L'enfant est en train de se développer. Et l'alcool peut abîmer le cerveau. Donc, c'est un message qui s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. C'est aux hommes aussi d'avoir conscience de cette problématique et de soutenir leurs sœurs, leurs amis, leurs conjointes dans cette abstinence qui ne dure que 9 mois. Mais dans l'intérêt de l'enfant, eh bien, il s'agit de protéger son cerveau qui est en plein développement. J'en profite également donc, pour saluer Aurélie Gamarus et puis Sabrina, qui avait été nos invités aussi du Journal des associations il n'y a pas longtemps, voilà, pour la promotion donc, de la journée, donc, le SAFTON, hein, donc, effectivement, donc, 9 septembre. Qui est sensibilisé donc, sur le syndrome de l'alcoolisation fétale. Et du coup, Frédéric, là, avec tout ce que tu nous as emmené, franchement, tu sais quoi, moi, j'attends que la suite parce que moi, personnellement, je trouve que c'est un bel outil pour pouvoir justement aller au-devant, plutôt pour un public jeune, sensibiliser, peut-être aussi leur faire prendre conscience qu'il y a des choses au final qui pourraient semble banal, mais qui est une forme de violence. Et donc, j'espère vraiment que ça, c'est un projet qui va se concrétiser et j'espère que le conseil départemental, parce que je sais qu'ils nous suivent, hein, et je sais que voilà, ils nous donnent aussi un bon coup de main. Donc, pour toutes les associations là qu'on avait reçues, j'espère vraiment qu'ils vont soutenir cet outil-là, parce que là, pour moi, c'est utile. Oui, et puis on est vraiment mû par cette philosophie. Ce qui marche, un jour, ça doit tomber dans le droit public, ça doit être partagé. Voilà, donc c'est impeccable. Et donc, voilà, donc franchement, c'est un très beau projet. Et j'ai hâte de lire la suite, moi, parce que du coup, moi, ça m'intéresse. Là, j'avais juste envie de te piquer tes planches et puis d'aller me mettre à la lecture et puis de faire partager donc, tout ce message. Frédéric, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Comment on fait pour contacter le CVIF pour toute question si nous-mêmes, on est dans une situation un peu compliquée de violence ou qu'on a besoin d'une écoute ou bien que pareil, on est un public... un établissement scolaire ou une entreprise et qu'on souhaite faire intervenir le CVIF, comment on fait? Alors, n'hésitez pas à nous contacter via notre page bleue Facebook Asso CVIF, via Messenger, via notre standard au 02 62 41 80 80. Il y a la possibilité de nous envoyer des mails aussi, cvif@orange.fr. Et puis, on est sur le terrain, on tient des permanences, que ce soit à Saint-Denis, mais aussi... je tiens à souligner que nous tenons permanence au Leclerc Les Terrasses à Saint-Joseph.
Donc on essaye d'investir le terrain un maximum. Donc n'hésitez pas à nous interpeller et on répondra avec plaisir à l'invitation. En tout cas, ben voilà, donc pour les téléspectateurs, donc page Facebook Asso Cvif, mail cvif@orange.fr et numéro de téléphone 02 62 41 80 80. C'est parfait. Mais en tout cas, merci beaucoup Frédéric Rousset, donc président du Cvif, d'avoir répondu à mon invitation. Eh bien, c'est un plaisir. Et puis, on se rencontrera. Je sais que vous aussi, vous investissez beaucoup le terrain. Donc, on ne peut que se croiser. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alagri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube en replay, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.